Alors, merci infiniment. Donc, je vais essayer en 20 minutes qui me sont imparties de vous parler un petit peu du PPP comme axe stratégique de politique de santé. Je rejoins parfaitement ce que dit mon ami Brali. Le PPP, d'abord, il faut le définir parce qu'il y a plusieurs formes de PPP, que ce soit de la gestion déléguée ou gestion pour compte ou partage donc des risques. Mais en tout cas, elle est importante en matière de politique donc de santé. Et peut-être que tout de suite rappeler l'organisation de notre système national donc de santé, mais sans rentrer dans le détail. Mais je voudrais uniquement attirer votre attention sur les deux cases en bas qui sont celles de l'AMO et des mutuelles privées, et laisser à gauche les ramédistes ou les gens qui n'ont pas donc de couverture sanitaire, et rappeler encore une fois que 90% des personnes ayant une couverture sanitaire au Maroc en dehors du RAMED vont dans le secteur public, privé, pardon, qu'il soit à but lucratif ou à but non lucratif. C'est vous dire encore une fois l'importance donc du secteur privé en termes de participation à la politique donc de santé et à l'utilisation des services de santé dans le contexte marocain. Je rappelle les enjeux politiques qui sont importants en matière de cette association entre le secteur public et privé pour participer à l'effort donc de santé au Maroc. Et je voudrais rappeler peut-être trois moments clés en juillet 2018, juillet 2019 et août 2020, les trois discours donc, de Sa Majesté donc, le roi, qui a parlé de l'importance de la couverture sanitaire universelle, mais de l'importance également de la refonte, non pas de la réforme, mais de la refonte de notre système de santé pour le rendre plus accessible, encore plus performant. Et à aucun moment, il n'a été question du secteur uniquement public, mais du système de santé dans son ensemble et de l'importance donc d'impliquer le secteur privé en termes d'enjeux politiques, de politique de santé. Alors peut-être rappeler pourquoi c'est important de parler de ce partenariat public-privé. Je vous ai mis par exemple ici les dépenses des tiers payants qui sont relatifs à des services de santé en fonction des régions donc, du Maroc. Et vous voyez que ceux qui ont l'AMO par rapport à la population AMO, les dépenses de l'AMO par rapport à la population AMO, qu'elles sont extrêmement variables donc d'une région à l'autre. Si vous voyez Dra Afilel dans la région donc de Meknes et Tafilel, 383 dirhams, mais si vous voyez la région de Kazastat, c'est 1114 donc, dirhams. Donc une variabilité importante, et vous allez voir que cette variabilité importante, elle est également liée à la répartition et au travail entre le public et le privé au niveau donc des régions du Maroc. Si on voit par exemple les dépenses hospitalières par OPS, c'est les organismes de prévoyance sociale, c'est-à-dire tout ce qui concerne la CNSS, tout ce qui concerne l'ex-CNOPS, aujourd'hui donc la CNAM, et vous voyez qu'il y a par région une différence extrêmement importante de dépenses donc de santé ou de dépenses hospitalières en matière d'hospitalisation en fonction donc des régions du Maroc que vous voyez en bas, entre la région de Kazastat, la région donc de Rabat et à la fin par exemple la région donc de Dakhla ou Dahab, avec cette variabilité extrêmement importante entre les différentes régions du pays. La même chose, si on parle de médicaments, les dépenses donc, de santé donc, en médicaments par bénéficiaire donc, des personnes ayant l'assurance maladie obligatoire, elle est extrêmement donc, différente de région en région. Et ceci aussi, pas uniquement, par la répartition totalement donc différente et du rôle du secteur privé dans chacune de ces régions. J'ai analysé également, et ça peut être extrêmement intéressant pour les pouvoirs publics en termes de réflexion sur le partenariat public-privé, les ratios des coûts entre le secteur public et privé sur les 41 pathologies ou syndromes qui sont couvertes dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire ou dans le cadre de la couverture médicale donc de base de la loi 6500. Et donc, dans ces pathologies, et c'est intéressant de voir ce ratio où lorsque le ratio est supérieur à 1, le coût de ces pathologies est plus important dans le public par rapport au privé, et lorsqu'il est inférieur à 1. Et en fait, on s'est aperçu que 29 pathologies prises en charge dans le cadre de l'AMO sont plus chères, toutes choses par ailleurs étant égales, sont plus chères dans le secteur public par rapport donc au secteur donc privé. C'est assez intéressant, 29 donc sur 41 et vous les avez, ils sont détaillés. C'est assez intéressant. Alors, cette inéquité dans les dépenses donc de santé,
c'est intéressant d'y réfléchir. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans quelle mesure est-ce que le partenariat public-privé pourra être une des réponses au soutien de la politique publique en matière donc, de politique de santé. La transition épidémiologique aujourd'hui au Maroc montre que 78% des décès au Maroc sont dus aux maladies non transmissibles. Diabète, hypertension artérielle, maladies dégénératives, insuffisance rénale chronique, cancer et autres maladies dégénératives. Donc, la transition épidémiologique a changé beaucoup de choses dans le contexte marocain. Deuxième constat, c'est qu'il y a une inéquité aussi bien entre les régions du Maroc en matière de services donc de santé qu'à l'intérieur d'une même région. Quand je prends par exemple la région de Casablanca que je connais le mieux, eh bien il y a cette variabilité même à l'intérieur donc de la région en matière de dépenses de santé et en matière d'accès aux services de santé. Même à l'intérieur de familles de soins, on sent qu'il y a une différence, on le voit, entre le secteur privé et entre le secteur donc, public, et d'où l'importance, encore une fois, que ces deux secteurs puissent travailler ensemble. On l'a vu dans le cadre de la Covid, on l'a vu dans les choses formidables que font les ophtalmos en matière donc, de lutte contre un certain nombre de pathologies ophtalmiques, et particulièrement la cataracte. Le secteur public a joué un rôle important, mais heureusement que le secteur privé également. Et ce qu'on appelle le RAC, c'est-à-dire le reste à charge, on constate que quelle que soit la pathologie, quels que soient les bénéficiaires, eh bien ce reste à charge reste très élevé pour les bénéficiaires donc, de l'AMO, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Alors, est-ce que les dépenses par pathologie prioritaire de santé publique sont comparables entre le secteur public et le secteur privé? Non, elles ne sont pas toujours comparables et l'explication n'est pas toujours due au coût du personnel, au coût du médicament ou aux frais de soins ambulatoires. On a comparé un certain nombre donc, de pathologies. Je n'ai pas le temps, dans le cadre de cette présentation, de comparer toutes les pathologies, mais on a comparé les pathologies prioritaires et je vais vous montrer dans quelques instants le cas du diabète. Mais je suis persuadé également très intéressant de faire l'analyse, par exemple, pour la cataracte chez les ophtalmos ou d'autres pathologies qui vous concernent particulièrement. Ça peut être le glaucome, mais ça peut être le trachome, ça peut être d'autres pathologies. Il y a également un constat assez intéressant de voir que parfois les différences de coûts des services de santé entre le public et le privé peuvent varier d'un facteur de 1 à 15 pour un même poste de dépense. Et ça, c'était très intéressant de le constater, par exemple pour la durée de séjour ou par exemple pour les médicaments. En tout cas, ce qui était intéressant de voir dans cette inéquité, c'est de voir qu'à chaque fois que nous n'avons pas de partenariat public-privé, ou que lorsque le privé travaille seul, ou est-ce que le public travaille seul, il y a malheureusement des variations extrêmement importantes entre les régions et au sein même des régions pour le même type donc, de pathologie. On l'a démontré également dans les indicateurs d'offres de soins au Maroc, où on a constaté que les ratios sur un certain nombre d'éléments, les ratios médecins par exemple pour 100 000 habitants, les ratios équipements pour 100 000 habitants, les ratios pharmacie pour 100 000 habitants, le nombre de lits pour 100 000 habitants ou l'offre ambulatoire, ce qu'on appelle soit les centres de santé, soit les cabinets médicaux, était extrêmement variable d'une région à l'autre, alors que si nous travaillons ensemble entre le secteur public et privé, certaines insuffisances donc régionales pourraient être comblées par le secteur privé ou dans d'autres situations par le secteur public. Et on a calculé ce qu'on appelle des scores de productivité de l'offre de soins par région. Et quand on met ensemble le secteur public et privé, eh bien, ces scores s'améliorent. Lorsqu'on laisse le public tout seul ou le privé donc tout seul, eh bien, nous avons dans certaines régions de mauvais scores de productivité. C'est quoi les scores de productivité? C'est la capacité tout simplement pour les médecins ou pour une unité de soins ou pour un équipement d'être le plus productif possible en faveur de la santé donc, des citoyens. Et on l'a même modélisé mathématiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a démontré en calculant un certain nombre donc, de modèles mathématiques et de démontrer que ça soit dans le secteur public ou privé, nous avions au moins dans 50% donc, des cas une absence donc, de productivité lorsque les secteurs publics et privés ne travaillaient pas ensemble ou ne produisaient pas de la même manière. Alors évidemment, on a essayé de fabriquer un cadre conceptuel en disant, mais finalement, dans les besoins de santé de la population marocaine,
quels sont les facteurs qui expliqueraient leur utilisation des services de santé, aussi bien en ophtalmo, en cardio, en pneumo, en gastro, en chirurgie générale, en neurochirurgie, en soins de santé primaire, en prévention, en vaccination. Et ce modèle dépendait évidemment de l'environnement socio-économique, dépendait des facteurs de risque, des antécédents personnels ou familiaux, mais dépendait également, et ça c'est extrêmement important, de la politique nationale donc de santé, également internationale, et de la couverture sanitaire universelle. Et c'est ce qui expliquait ce qu'on appelle l'adéquation entre la demande et l'offre avec un parcours de soins. Et j'aimerais revenir sur cette notion de parcours de soins que nous avons étudié et qui a démontré l'importance donc du partenariat public-privé pour mieux expliquer le parcours de soins. En fait, on s'est aperçu, et on va le voir dans cette slide qui va arriver dans quelques instants, je vais passer pour la montrer, c'est ce qu'on a appelé le parcours de soins erratique. On a étudié à peu près 7400 parcours de soins entre le public et le privé et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de logique dans le parcours de soins, et ce qui a aggravé la dépense donc, de soins du citoyen, parce que le citoyen peut aller de la pharmacie directe, il peut aller vers un centre de santé, il peut aller vers un cabinet médical privé, il peut repartir à l'hôpital préfectoral ou régional, il peut aller au CHU, puis revenir dans une clinique privée, repartir dans un cabinet privé, etc. Et ceci, nous l'avons modélisé, nous l'avons démontré sur le terrain en analysant chez 7200 personnes qui a eu une problématique de santé et on a étudié pendant 4 ans son parcours et c'est extrêmement intéressant de voir que ce parcours qu'on a appelé entre guillemets stochastique ou erratique était problématique d'abord pour notre politique de santé dans notre pays, mais également aggravait les dépenses donc de santé pour le citoyen, mais in fine également pour l'État qui joue un rôle important et qui doit continuer à jouer ce rôle important. Et on l'a étudié donc de façon détaillée sur l'impression globale sur le système de santé en fonction d'une couverture sanitaire. Est-ce qu'on a une couverture privée, AMO, RAMED, ou on n'a pas de couverture? On a également analysé les gens qui travaillaient dans le privé par rapport aux gens qui travaillaient dans le public, l'utilisation des services de santé dans le public et dans le privé. Et regardez cette slide qui est extrêmement intéressante. Vous avez vu que les gens qui ont une assurance privée vont plus aller vers le secteur privé, 82%. Ceux qui avaient l'AMO, 71% allaient vers le privé. Mais par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que les ramédistes, ou alors ceux qui n'avaient pas de couverture, 26% des ramédistes allaient vers les structures privées et ceux qui n'avaient pas de couverture également, 49% allaient vers les structures privées. Et cela vous montre à quel point c'est extrêmement intéressant d'étudier le parcours de soins du citoyen et de voir dans quelle mesure nous pouvons répondre à sa demande en fonction des régions, mais surtout en fonction de l'existence ou non d'une offre de soins public ou privé. Et ça, on a analysé en détail. Je vais passer pour ne pas trop vous prendre donc de temps. On a analysé lorsqu'on atterrit dans une clinique ou lorsqu'on atterrit dans un hôpital, quel a été notre parcours avant un centre de santé ou un cabinet médical ou un hôpital. Et c'est en détail. Et c'est très intéressant de constater que lorsque vous avez dans des régions ou dans des zones, lorsque le partenariat public-privé existe, eh bien le parcours de soins du patient est beaucoup plus fluide. Je vous parlais tout à l'heure donc de la différence de comparaison des dépenses de santé pour un sujet hospitalisé pendant 5 jours et qui avait le même type donc de diabète. Et voici un petit peu l'écart des dépenses entre un hôpital public et une unité donc de soins privés. Et lorsque cet écart existe, dans quel poste de dépenses il existe. Et regardez ici, vous le voyez très bien, essentiellement dans les médicaments et dans la durée donc, de séjour. Et ceci est très intéressant à analyser en matière donc, de dépenses de santé ou de politique de santé. Et nous avons le détail ici en face de vous. C'est à titre simplement anecdotique pour que vous puissiez comprendre un petit peu la différence en fonction des postes de dépenses et on l'a expliqué sur ces slides. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous embêter parce que je voudrais plutôt, et j'entame la dernière partie de ma présentation, c'est les enjeux, les opportunités du PPP pour un secteur sanitaire dans le contexte, dans le contexte de Maroc.
il faut bien comprendre que l'épidémiologie aujourd'hui marocaine qui montre que 78% des décès sont imputables aux maladies non transmissibles, nous allons avoir de nouvelles pathologies donc, à prendre en charge. Nous allons avoir une nouvelle segmentation au niveau donc, de la patientèle, aussi bien dans les hôpitaux publics que dans le secteur privé. Le Ramédis, qui est une patientèle extrêmement importante et cruciale dans notre système de santé, qu'il faut soutenir et qu'il faut absolument aider pour qu'ils puissent avoir accès aux services de santé. On ne pourra pas réfléchir à une nouvelle politique d'accès aux services de santé au Ramédis si nous n'incluons pas le secteur privé qui également devra les prendre en charge, mais dans le cadre d'une nouvelle stratégie de partenariat public-privé pour pouvoir donc les prendre en charge. La loi 131/13 a changé beaucoup de choses dans l'exercice de la médecine au Maroc. Il y a une nouvelle logique économique qui existe aujourd'hui avec une optimisation du marché donc, sanitaire, mais il faut dans notre pays que nous gardions une santé publique forte. La santé publique est cruciale et fondamentale. Elle doit être le leader, elle doit rester la locomotive majeure du système de santé, mais il est important qu'elle puisse être réfléchie dans le cadre d'une politique de partenariat public-privé. Pourquoi? Parce que ce partenariat public-privé permettra au système de santé dans sa globalité de répondre aux besoins de santé parce que le secteur public seul ne peut pas répondre aux besoins de santé des citoyens marocains, valeur donc 2020. Et je pense que mes amis en parleront tout à l'heure, d'autant que la médecine également va évoluer sur beaucoup de points et je ne parlerai pas, je laisserai mes collègues parler de la médecine connectée, de la télémédecine, du e-health ou du e-santé, de la digitalisation, de la télésurveillance, de la télémédecine, de la téléconsultation. Et mes amis, aussi bien Brali, Youssef Fakir que Oustad Smaïl, en parleront aussi bien que moi, sinon beaucoup mieux. Il y aura des enjeux qui sont extrêmement importants. Si aujourd'hui le partenariat public-privé n'a pas pu être aussi optimal, c'est qu'il est important qu'il y ait des réformes structurelles importantes et particulièrement la réforme de la fiscalité ou la réforme d'un certain nombre d'enjeux importants dans le cadre de l'exercice de la médecine. On l'a vu dans les écoles de médecine privée ou dans les facultés de médecine privée, mais je crois qu'il y a d'autres éléments qu'il faudra considérer. Je crois que l'ANAM aura un rôle également régulateur important à jouer dans le futur, dans la construction d'un parcours donc, de santé adapté, que le partenariat public-privé va d'abord concerner les ALD et les ASC, c'est-à-dire les affections de longue durée ou les affections qui sont longues et coûteuses, mais il pourra concerner les autres pathologies. Et l'exemple typique, c'est ce que nous avons vécu au Maroc depuis 7 mois avec la Covid-19. Heureusement qu'il y a eu ce partenariat qui, à mon sens, a bien réussi entre le public et le privé du 10 mars jusqu'au 10 juin, c'est-à-dire jusqu'à la fin donc, du confinement, et qui a démontré le rôle formidable du secteur privé aux côtés du secteur public qui a fait des efforts extraordinaires et dans la gestion donc, de la COVID-19. Est-ce que le système marocain de santé est en pleine mutation? C'est clair. Je pense qu'on pourra parler en long et en large avec l'importance donc, de revoir donc, le budget de la santé entre un curseur de 6 à 15 et probablement entre 7 et 8, ce serait le curseur le plus valable. Comment financer la couverture sanitaire universelle pour que ce partenariat public-privé puisse être optimal et pour que le parcours de soins soit plus coordonné, plus optimal et économiquement efficient. Qu'est-ce que nous avons réussi aujourd'hui comme partenariat public-privé dans le domaine de la santé qui a été réellement sur le terrain? Je vous rappelle l'hémodialyse où l'État a acheté des prestations chez nos confrères néphrologues. Le public a réussi à faire des choses, mais nos collègues néphrologues du privé ont pris en charge donc, des patients insuffisants rénaux chroniques. Je vois ce que vous avez fait comme chose formidable dans les caravanes pour la cataracte. Je pense que mes amis ophtalmos ont réussi ça avec le secteur public et de façon importante dans différentes villes du Maroc et depuis des années. Nous avons également réussi ça pour la tuberculose qui a été extrêmement bien réussi entre les collègues
public et du privé, mais je crois qu'il faut franchir un pas supérieur parce que nous sommes encore loin d'un véritable partenariat public-privé structuré et pérenne. Alors, je terminerai en disant, est-ce qu'il nous faudrait un nouveau paradigme? Oui, je pense que probablement une nouvelle manière donc de penser et de réfléchir. Je peux prendre des exemples en ophtalmologie, évidemment, comme je pourrais prendre en cardiologie dans d'autres disciplines, mais en ophtalmologie, je crois que beaucoup de belles choses et beaucoup de nouvelles technologies ont d'abord été aussi mises en place dans le secteur privé et je crois que l'État pourrait en bénéficier. Je crois également que lorsque l'État n'a pas les moyens d'investir, le secteur privé peut y contribuer et l'État peut trouver des formules de rémunération ou des formules de compensation pour que le secteur privé puisse contribuer à une politique donc de santé, mais également puisse avoir le financement nécessaire pour les dépenses qui seraient engendrées par la mobilisation des ressources dans le secteur privé. Ce qui est important, c'est que le système ne reste plus un système à plusieurs vitesses, et je le dis en toute honnêteté, en toute objectivité. Notre système est un système de santé à plusieurs vitesses, qui est dérégulé et qui n'est pas toujours performant, alors que nous avons les ressources humaines, nous avons des femmes et des hommes formidables dans le secteur public et privé qui pourraient contribuer justement à la mise en place de ce partenariat public-privé. Parce que, in fine, quand on parlera de partenariat public-privé, quelle que soit sa forme, que ce soit de gestion déléguée ou alors de gestion pour compte, ou alors de partage donc des risques, comme on l'a vu pour un certain nombre donc d'autres secteurs, qui est le secteur de l'énergie, le secteur de l'eau, de l'électricité, le secteur donc de la téléphonie également. L'enjeu pour nous majeur, c'est l'accès aux services de santé. Que le citoyen, quelle que soit sa couverture sanitaire, son absence de couverture ou un ramédis, doivent avoir accès aux services de santé. Et ceci ne peut avoir lieu que si nous mettons en place un véritable partenariat public-privé structuré et pérenne. Alors, les défis, évidemment, mettre en place un partenariat public-privé nécessite de relever un certain nombre donc, de défis. Ils sont liés à l'épidémiologie, bien sûr, ils sont liés à l'intégration du secteur privé dans cette réflexion de mission de service public, parce qu'une mission de service public n'est pas spécialement due uniquement au secteur public, mais également par le secteur privé. Il est important, encore une fois, que le secteur privé puisse être aussi une locomotive de cette dynamique et reconnu par l'État. Il faut que le secteur privé soit reconnu par l'État comme étant un acteur crucial, fondamental de la politique de santé. Il reconnaît certaines contributions, mais il ne le reconnaît pas encore, à mon sens, comme un partenaire crucial et fondamental. En conclusion, il y a un prix à payer pour mettre en place donc, ce partenariat. C'est-à-dire qu'il faut d'abord structurer cette demande rationnelle de la part donc, des citoyens, la demande de santé et les besoins de santé. Il faut clairement définir les besoins de santé par région. Et je crois à une politique de santé, mais d'abord régionale. Que l'État reste dans son rôle régalien, régulateur, concepteur, mais il faut appliquer sur le terrain la politique de santé, mais avec une vision régionale. Il faut que l'offre de soins régionale, publique et privée, soit en adéquation avec cette demande et ce besoin. Il faut également que nous acceptions de faire l'évaluation de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Faire une politique de santé, c'est accepter de l'évaluer. Et l'évaluation ne peut se faire que par des organismes indépendants. On a vu des exemples à travers les pays du monde, la Haute Autorité de Santé en France, aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays. Il faut que dans le contexte marocain, nous puissions évaluer nos actions de politique publique et particulièrement de santé par des organismes indépendants qui jugent notre action publique ou notre action privée au profit de la santé des citoyens. En terminant, la CSU, moi je voudrais parler plutôt, au lieu de couverture, mais plutôt d'accès généralisé, au lieu de sanitaire, plutôt de services de santé, et au lieu d'universel, plutôt de parler que ça touche un maximum donc, de citoyens. Au total, évidemment, la santé n'a pas de prix, vous le savez, elle a un coût économique, social et également donc, politique, et la crise de la COVID-19 l'a extrêmement bien donc démontré, c'est que si nous séparons le sanitaire du social et de l'économique, nous ne réussirons pas à une politique de santé. Et la réussir, c'est également démontrer que le partenariat public-privé est crucial et fondamental pour réussir une politique de santé. Voilà, je vous remercie et j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Je m'en excuse, Monsieur le Président.